Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Alors pour la troisième vidéo consécutive, je vais vous parler des niveaux de valorisation élevés du marché. C'est bien sûr le thème du moment, mais ne vous inquiétez pas, hein, je parlerai d'autres sujets dans les prochaines vidéos. Alors je vais surtout parler des niveaux de valorisation du marché américain, tout simplement parce que c'est là où les niveaux de valorisation sont les plus extrêmes, et donc c'est là, s'il y a une crise qui intervient liée à ces valorisations, au fait que les marchés soient trop chers, ça viendra sûrement de là, et puis comme à chaque fois, ça va contaminer le monde entier. Et on va essayer de répondre aujourd'hui à deux questions. Est-ce qu'il y a une bulle sur le marché en général ou est-ce qu'il y a une bulle sur certains titres uniquement, sur certains secteurs? Et bien sûr, on pense tous au même, on pense notamment aux valeurs technologiques. Alors, on commence par un petit rappel des différents marchés haussiers et baissiers sur les 25 dernières années. Alors, de 1996 à 2000, le marché a augmenté de 106% pour passer d'un rapport cours sur bénéfice de 16 à 27. Donc je vais beaucoup parler de ça aujourd'hui. Le ratio cours sur bénéfice, c'est le PER, le Price Earning Ratio, et donc ça montre à quel point un marché est cher, à quel point on va payer un multiple qui est élevé. Un multiple, c'est donc le nombre de fois, le nombre d'années de bénéfices que se paye une entreprise. Donc dans ce premier marché haussier, comme on passe d'un PER de 16 à 27, on voit que le marché a beaucoup plus augmenté que les bénéfices. C'est bien sûr la bulle Internet des années 2000 qui s'est dégonflée de 2000 à 2002 avec une baisse de 49%. Puis à nouveau un marché haussier de 2002 à 2007 avec une hausse de 101%, mais cette fois, on voit qu'en termes de multiples de bénéfices, on est à 14 au début en 2002 et à 15,7 en octobre 2007, 15,7 qui n'est pas spécialement élevé. Donc en fait, la hausse était globalement justifiée par les résultats des entreprises. Et en fait, c'est pas vraiment étonnant parce que la crise de 2008, enfin 2007-2008, contrairement à celle de 2000, elle n'est pas liée à des problèmes de valorisation du marché action, mais du marché immobilier américain, la fameuse crise des subprimes, qui a entraîné la crise financière qu'on connaît. Donc la crise passe par là, on perd 57% pour toucher un point bas en mars 2009 avec un ratio cours sur bénéfice de 10, donc qui est quand même à ce niveau-là très faible. Et à partir de là, de 2009 à 2020, on assiste à l'un des plus longs marchés haussiers de l'histoire avec 400% de hausse jusqu'à la crise du Covid en février 2020. La suite, vous la connaissez bien. La chute et le rebond liés au Covid sont très rapides et nous sommes maintenant revenus à des niveaux très élevés. Au moment où je vous parle, l'indice est à 3793, enfin le S&P 500, soit un PER d'environ 24, donc à des niveaux globalement très élevés. Et donc, si on reste uniquement sur cette vision PER, sur ce rapport cours sur bénéfice, on peut, comme je viens de le faire, juste conclure que le marché est très élevé et qu'on a donc potentiellement une bulle, ou en tout cas que le marché est survalorisé. Mais il y a deux choses qui peuvent justifier un PER aussi élevé. La première chose, c'est la croissance estimée des bénéfices. Si une entreprise A fait 1 milliard de bénéfices par an avec une croissance de 10% et qu'on la valorise 10 fois ses bénéfices, on va la valoriser 10 milliards. Mais si l'entreprise B d'à côté fait toujours 1 milliard de bénéfices, mais cette fois-ci avec 20% de croissance, il est logique de la valoriser plus cher que l'entreprise A. Donc on ne va pas utiliser le même multiple. Donc on peut par exemple utiliser un multiple de 20 et la valoriser donc à 20 milliards. C'est pourquoi on a tendance, pour ajuster le PER à la croissance, à utiliser le PEG, le Price Earnings Growth, qui est le cours sur bénéfice divisé par le taux de croissance. Et on dit classiquement que s'il est inférieur à 1, l'action n'est pas chère, et que s'il est supérieur à 1, l'action est plutôt chère. Si on jette maintenant un coup d'œil à ce fameux PEG du marché américain, on voit qu'aujourd'hui, il est finalement pas loin de 1 et il a baissé assez fortement. Donc effectivement, le prix élevé du marché se justifie par les perspectives de croissance des entreprises. Deuxième facteur qui peut justifier le niveau de la bourse, le niveau des taux d'intérêt. Comme je l'explique souvent, une manière de valoriser une entreprise, d'ailleurs la plus utilisée, c'est d'actualiser les cash flows futurs. Donc en fait, on prend tous les flux futurs et on les amène en euros d'aujourd'hui. Et pour ça, on utilise un taux d'actualisation. Or, plus les taux d'intérêt sont bas, plus mécaniquement vous allez obtenir une valorisation élevée. Alors, si vous avez du mal à comprendre ce concept, vous pouvez retenir, c'est un peu plus simple, que si les taux d'intérêt sont très bas sur les obligations comme en ce moment, alors les investisseurs vont demander des rendements moins élevés sur les autres actifs, comme les actions ou l'immobilier, et sont donc prêts à payer des multiples de valorisation plus élevés. En général, pour mesurer ça, on regarde l'equity risk premium, la prime de risque sur action, c'est la prime qu'on demande pour prendre plus de risques. Et si cette prime est très basse, c'est mauvais signe, c'est qu'on n'est pas assez rémunéré pour le risque pris.
Et donc si on regarde cette prime de risque aujourd'hui, on voit qu'on est sur des niveaux très corrects, donc le niveau de valorisation des actions ne paraît pas excessif selon ce modèle et dû bien sûr à la faiblesse des taux d'intérêt. Donc dans ce premier aspect de est-ce qu'il y a une bulle sur la globalité du marché action, on voit qu'on peut répondre non aujourd'hui basé sur deux choses, basé sur la croissance des bénéfices et basé sur la faiblesse des taux d'intérêt. C'est pour ça que je dis régulièrement qu'il n'y a pas de bulle sur le marché action, mais il y a une bulle sur le marché obligataire et sur les taux en général, et c'est cette bulle sur le marché obligataire qui, si elle explose, si les taux d'intérêt remontent, alors fera que le niveau de valorisation des actions est beaucoup trop élevé. Donc effectivement, niveau de croissance des entreprises et taux d'intérêt très bas, ce sont deux choses qu'on a encore pour le moment, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Passons maintenant à la deuxième question de cette vidéo. Est-ce que toutes les valeurs sont chères, voire même en bulle, ou seulement certaines? Et pour répondre à cette question, je vais me rebaser sur des données de JP Morgan, mais cette fois-ci, je vais utiliser la dispersion des valorisations. La ligne verte au milieu, c'est la médiane. Et on voit qu'effectivement, comme on l'a expliqué jusqu'ici, les entreprises américaines ont plutôt un rapport cours sur bénéfice qui est élevé en ce moment, puisqu'on est sur le plus haut niveau de ces 25 dernières années. Mais ce qui pour moi est encore plus intéressant, c'est la partie grise sur le graphique. Alors désolé pour ceux qui écoutent en podcast. Cette zone grise, elle représente la dispersion entre les 20% d'entreprises les moins chères, on est toujours sur le S&P 500, et les 20% les plus chères. Et on s'aperçoit que le spread est à un niveau historique. C'est-à-dire qu'on a vraiment un grand écart entre les valeurs qui sont vraiment les valeurs hype, comme la tech, comme les valeurs énergie renouvelable, etc. et puis les valeurs délaissées, comme l'automobile ou les bancaires. On a vraiment un énorme écart de valorisation. Donc, si je reprends un peu mon exemple tout à l'heure entre l'entreprise A et l'entreprise B, si vous faites 1 milliard de bénéfices en étant dans le secteur automobile ou si vous faites 1 milliard de bénéfices en étant dans la tech, vos entreprises ne sont absolument pas valorisées de la même manière et donc avec un grand écart énorme. Donc, bien sûr, avoir des écarts de valorisation, c'est normal, hein. Effectivement, on ne peut pas comparer une seconde la croissance des valeurs technologiques et la croissance des banques ou de l'automobile, par exemple. Donc, bien sûr, c'est normal, on ne peut pas valoriser de la même manière. Mais ce qui est surprenant, c'est que sur ces niveaux-là, on peut quand même penser qu'on exagère. En fait, c'est un peu comme si on considérait d'un côté qu'on allait tous avoir 3 portables, acheter totalement, enfin tous nos achats vont être faits en ligne, on va tous rouler en Tesla, on va tous avoir nos comptes bancaires dans des néobanques, et de l'autre côté, bien sûr, plus personne ne va rouler dans des voitures classiques ou avec des constructeurs classiques, plus personne ne va demander un crédit immobilier à sa banque classique. Or, en réalité, toutes ces disruptions qu'on est en train de voir, elles vont prendre du temps, les acteurs de l'ancienne économie vont aussi rentrer sur ces nouveaux marchés, je pense à l'automobile, bien sûr que tous les fabricants se lancent sur les véhicules électriques, bien sûr que les banques essayent de se rapprocher le plus possible des néobanques, même si c'est très compliqué parce qu'elles ne sont pas très flexibles. Pareil pour les consommateurs. Oui, bien sûr, les consommateurs se ruent sur les achats en ligne, mais peut-être qu'à un moment, on va atteindre un plafonnement et que les gens vont aussi aimer acheter dans les magasins, acheter local, etc. Bref, tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes et que ces incertitudes ne sont pas prises en compte. Donc, ma conclusion, c'est que, comme je l'ai déjà répété, le marché pour moi n'est pas en bulle tant que la croissance des bénéfices des entreprises se maintient comme attendu et tant que les taux d'intérêt restent bas. Donc c'est vraiment les deux critères à regarder, surtout qu'on est dans le début de la saison des résultats. C'est vraiment les deux critères à regarder. Les révisions à la hausse ou à la baisse de la croissance des bénéfices et puis les taux d'intérêt. C'est pour ça que quand il y a eu un petit rebond des taux d'intérêt 10 ans américains, ça a fait autant la une des journaux parce que c'est vraiment ce que tout le monde regarde. Si vous faites partie de ceux qui pensent qu'on est en bulle en ce moment, et je sais qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui pensent ça, n'oubliez pas qu'entre le moment où vous pensez être en bulle ou entre le moment où une bulle est identifiée et le moment où elle éclate, il peut se passer plusieurs années. Je vous rappelle qu'en 1996, Alan Greenspan, qui était alors le président de la Fed, avait parlé d'exubérance irrationnelle, donc en 1996, et que la bulle sur les valeurs Internet n'avait explosé qu'en mars 2000, donc 4 ans plus tard. Donc c'est là où il faut faire très attention. Est-ce qu'il faut sortir du marché, pas sortir du marché? C'est la question que tout le monde se pose.
Personnellement, je ne suis pas adepte, comme vous le savez, du market timing. Donc moi, je pars du principe, je suis un investisseur long terme, je pars du principe que je suis investi pour des années, que je ne cherche pas le point haut et le point bas du marché. Mais c'est vrai que si vous avez une vision market timing, alors ce qu'il faut vraiment bien regarder, c'est tout signe de remontée des taux d'intérêt et tout signe donc potentiellement de remontée de l'inflation, et puis aussi à nouveau cette croissance des entreprises. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Je vais essayer de changer un petit peu de thème pour pas tourner toujours autour de ces problématiques de valorisation, de bulles, etc. Et puis je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos.